Salut à tous amis du leurre, alors bienvenue sur votre rendez-vous du jeudi après-midi. Alors, je vais vous parler d'une planète que sans doute vous ne connaissez pas et pourtant c'est une des planètes les plus majeures dans l'histoire de Warhammer 40 000. C'est la planète Demesnus. Alors, ça vous dit quelque chose ? Vous voyez, il y en a un petit commentaire tout de suite, on se risque un petit peu à nous parler de Demesnus. Demesnus, c'est une planète qui contient une base impériale, un port très important de la marine impériale et qui regroupe beaucoup de vaisseaux. Alors, est-ce que déjà ça vous donne plus d'informations? Non, pas beaucoup plus, certes. Mais je vais vous en parler, pourquoi? Parce que c'est un passage, moi, qui m'a particulièrement marqué dans le lore de Warhammer 40 000. Comme ça, je vous laisse aussi le temps de chercher un petit peu, comme ça, si vous avez des commentaires à mettre sur cette planète-là, je serais assez curieux de savoir si ça vous parle. Mais je pense que ça ne va pas vous parler. Et comme je vous l'ai dit, pourtant c'est un passage pour moi qui est capital sur l'histoire de Warhammer 40 000 parce qu'on est arrivé dans le combat que je vais vous raconter là à un tournant sur l'avenir de la galaxie de 40 000. Rien que ça, donc je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, en tout cas, je vous rappelle que cette vidéo est toujours disponible sans publicité pour tous ceux qui me suivent sur Tipeee, merci à vous, et que vous pouvez la retrouver un petit peu en avance si vous êtes sur Tipeee, voilà. Et après, autre chose, c'est que cette vidéo, elle est parfaite parce qu'elle va donner, elle va vous donner envie, si je me débrouille bien, pour toute la prochaine série que je vais vous réaliser. Donc c'est pareil, si vous avez de fait une idée sur ce que j'ai choisi, parce que c'est vrai qu'il faut choisir quelque chose d'autre, ça va être une série un petit peu longue, je pense qu'on va partir sur 9-10 vidéos, oui, alors de quoi faire. Peut-être que des fois j'intercalerai un petit peu les codex qui vont sortir, mais comme vous le savez, maintenant les codex, ils n'apportent pas franchement de grosses nouveautés, donc ça me permettra quand même d'intercaler peut-être de temps en temps une vidéo un peu classique, comme je l'ai fait pour les Space Marines. Si vous n'avez pas vu, eh bien je vous invite à aller regarder ce type de vidéo qui change un petit peu de ce que je vous propose d'habitude, mais qui est aussi bien pour accueillir en fait les nouveaux, pour qu'ils aient tout le bagage nécessaire aussi, hein, forcément, pour profiter du reste. Alors, répondez en commentaire pendant le jingle. Alors cette planète de Demesnus, elle possède un grand port impérial et surtout un grand centre de construction industrielle de l'Imperium pour construire des vaisseaux spatiaux. Eh bien, elle s'est fait attaquer par une coalition entre les Eldar du vaisseau monde Ultwé et les Eldar du vaisseau monde de Seman. Alors, quel était leur but? Eh bien, attaquer directement en passant par la toile. Ça, c'est le gros avantage que possèdent les... Alors, je vais les appeler les Eldar, les Eldari. Voilà, c'est une question d'époque. Hein. J'ai passé 25 ans à les appeler des Eldar. Donc, c'est toujours un petit peu dur de dire Eldari, mais j'essaie de me forcer aussi un petit peu. Mais Eldar, Eldari, c'est pareil. Donc, je crois d'ailleurs qu'à l'époque où ça se passe, il s'appelle encore des Eldar. Hein. C'est pas impossible qu'il s'appelle encore Eldar. C'est-à-dire que ce passage-là remonte à quelques années. Je vous montrerai après, parce que j'ai envie de garder un petit peu la surprise, et vous allez voir que c'est assez incroyable. Donc si vous savez, bah voilà, vous le savez, mais pour ceux qui ne savent pas, je garde un petit peu la surprise. Donc les Eldar de Seman et de Ultwé se sont alliés pour attaquer. Et en fait, en tant qu'Eldar, ils ont cette capacité à ne pas utiliser de flotte conventionnelle des vaisseaux spatiaux, mais à passer directement par la toile. La toile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un réseau, faut imaginer ça comme vous avez la dimension matérielle, vous avez le warp en dessous qui couve, et en fait, eh bien, vous avez des sortes de veines qui parcourent en fait la dimension matérielle et qui rejoignent en fait le warp. Ce sont des points de passage et en fait la toile c'est entre cette zone là, ça vous permet aussi par des sortes de raccourcis de rentrer dans un portail vers la toile, vous ressortez à un autre endroit de la galaxie et les Eldar ont hérité cette technologie des anciens, les anciens qui avaient construit un énorme réseau. Au fur et à mesure du temps, ce réseau s'est fait attaquer, détruire et les Eldar en fait sont les héritiers de cette voie de communication qui se fait quand même envahir assez régulièrement par le chaos parce que bien sûr, bien évidemment, ils ont envie de passer et puis ça les embête un petit peu de détruire cette zone-là. Et c'était aussi, j'en parlerai pas beaucoup plus ici, mais le projet de l'empereur de créer sa propre toile pour se dispenser complètement de voyager à travers le warp et d'être justement soumis aux méfaits qu'on connaît tous avec l'Escadris Maledictum qui empêchent la plupart du temps de voyager. Et bien sûr, si les mondes sont isolés, ils sont beaucoup plus faciles à conquérir et l'Imperium ne peut pas exister s'il n'y a pas de communication entre les différents mondes. Hein. Quel serait l'intérêt? Donc c'est pour ça que c'était un des projets majeurs de l'empereur
qui a échoué, hein, donc ça on en parlera plus, mais là, toujours est-il que les Eldar, du coup, reviennent attaquer ce monde-là, et ils créent évidemment l'effet de surprise, hein. C'est la stupeur parce que le commandement impérial ne s'attendait pas à une attaque, et comme la défense en orbite est extrêmement puissante, parce qu'on est quand même sur un chantier de construction de l'Imperium, bah vous imaginez bien qu'on ne va pas le laisser sans défense, au contraire, même on a tous ces vaisseaux qui sont en train de se construire et de se faire réparer, etc. Donc ça donne quand même une force colossale, et bien malgré tout, comme les Eldar arrivent directement par des portails warp à travers, enfin des portails des portails de la toile, et non pas des portails warp, attention, eh bien ils réussissent quand même à attaquer et détruire directement 9 centres capitaux, bien sûr, de l'Imperium. Alors l'Imperium, bien sûr, ne va pas rester sans agir, mais on connaît la lourdeur de l'Imperium, de la machine impériale, et le temps de se mettre en branle, de récupérer de l'équipement, de réaffecter des troupes pour cette mission de défense, eh bien quand ils arrivent, la plupart du temps, les Eldar sont déjà à un autre endroit, ils sont déjà en train d'attaquer une autre zone, et au fur et à mesure, eh bien, toutes ces défenses s'amenuisent, les capacités de production baissent drastiquement, et eh bien voilà, malgré tout, alors ça devient difficile, mais malgré tout, il faut imaginer à l'échelle d'une planète, une planète qui est devenue un centre industriel, même si on perd 9 centres principaux, ça reste quand même une machine colossale. Et eh bien les Eldar, à chaque fois, leur technique, eux, ça a toujours été le cas, comme ils sont très peu, ils ne peuvent pas rentrer dans une guerre d'attrition, c'est-à-dire que chaque perte pour le peuple Eldar est très lourde. Ce n'est pas comme l'Imperium qui possède des milliards et des milliards d'humains, donc peu importe, à la limite, il vaut mieux perdre un humain que perdre son matériel, parce que c'est un peu plus précieux. Alors que pour les Eldar, au contraire, c'est quelque chose qui est assez touchant avec les Eldar, c'est que chaque vie, eh bien, la vie déjà d'un Eldar est beaucoup plus longue, donc ils mettent aussi beaucoup plus de temps à se reproduire, donc forcément le taux de natalité est très bas, et à chaque fois qu'on perd eh bien, un membre du peuple Eldar, c'est une partie de la connaissance, du savoir, de l'héritage qui disparaît. Et comme ils sont très peu nombreux et qu'ils sont en voie d'extinction, tout simplement, c'est ce qu'il faut imaginer, enfin c'est le cas, hein. Donc c'est très difficile pour eux. Malgré tout, c'est très important pour eux d'attaquer en fait ces mondes. Pourquoi? Parce que Seman et Ultwé pensent que justement la flotte qui est en train d'être construite, eh bien sa vocation c'est d'aller attaquer des mondes vierges. Ces mondes vierges, en fait, ce sont des planètes qui ont été terraformées par les Eldar à une époque assez ancienne, et ce sont des planètes qui sont vouées aux exodites. Les exodites, ce sont tout simplement les Eldar qui ont décidé de ne pas vivre dans les vaisseaux mondes, de ne pas vivre non plus comme le font les Drukhari, donc les Eldar noirs, donc Komorrag, et eux ont choisi en fait la voie de la terre, c'est-à-dire qu'ils vont cultiver et puis revenir à un niveau on va dire, de vie plus en adéquation, plus, on pourrait dire, écologique en fait, hein, tout simplement, c'est-à-dire en adéquation avec l'écosystème. Hein. On ne va pas créer notre propre monde comme ceux des Craftworld, on ne va pas faire le mal tout simplement comme les Drukhari, mais on va essayer de vivre en harmonie avec le monde et avec le cœur du monde. Et en fait, une chose très importante sur les exodites, c'est que eux, eh bien, quand en fait, alors là, ça me fait rajouter des choses, mais les Eldar, en fait, quand ils décèdent, leur âme est immortelle et leur âme va être soit aspirée par Slaanesh, dévorée par Slaanesh, donc le nourrir et puis grandir, comme ça, faire grandir la puissance du chaos, soit, et c'est ce qui se passe, atterrir dans une pierre esprit, et cette pierre esprit, après, rejoint le circuit d'infinité, c'est-à-dire une sorte de banque de données du vaisseau monde auquel ils appartiennent, et cette pierre esprit, comme ça l'âme de l'Eldar eh bien continue d'exister et peut peut-être se réincarner, et on peut communiquer. Tout ce qui est garde fantôme par exemple, ce sont en fait des morts physiques, mais leur esprit immortel n'est pas mort, et on refait appel à eux, et ainsi de suite. Donc ce cycle-là, il est différent pour les exodites parce que, eh bien, eux, c'est le noyau de la planète, plutôt, qui est considéré comme le cœur spectral, en fait, de cette zone-là. Et bien sûr, si on attaque la planète et si l'Imperium vient déséquilibrer l'écosystème, oh non, ça existe, ça? Non? L'écologie, c'est quand même au cœur des préoccupations de nos dirigeants, non, de l'empereur. Bon, ok, vous voyez ce qui va se passer, donc c'est très mauvais. Donc c'est pour ça que Seman et Ultwé, eh bien, organisent une force commune pour aller attaquer, parce que même si eux
eux vivent en fait sur des craft worlds, ils ont quand même à charge de défendre le peuple Eldar et les exodites qui n'ont pas forcément la puissance militaire nécessaire pour mener des attaques comme le font justement les Eldar des vaisseaux mondes. Malgré tout, hein, même si c'est une force combattante militaire, leurs ressources vitales sont précieuses, donc on ne va pas aller dans une guerre de tranchées, et au contraire, l'idée c'est d'attaquer fort par surprise, et dès que l'Imperium arrive, eh bien de se retirer, tout simplement, pour juste causer des pertes dans la population civile, dans les infrastructures militaires surtout, et dans tout ce qui est usines, systèmes d'armement, etc. Malgré tout, eh bien, l'Imperium reste efficace, même s'il met du temps à réagir. Une fois qu'il est lancé, il y a des protocoles qui sont mis en place, on appelle à l'aide, on utilise les astropathes, et au fur et à mesure, les forces viennent converger vers les zones. Donc, même si dans un premier temps, quand une barge arrive sur une zone donnée, les Eldar sont déjà partis, eh bien, au fur et à mesure, cette zone est sécurisée, on va aller là où on a entendu parler des Eldar pour la dernière fois, on va se rapprocher d'eux, et puis vous voyez, comme ça, on va tisser en fait un maillage, et dans ce maillage-là, les Eldar commencent à avoir des difficultés à s'extraire, donc forcément, il va y avoir un petit peu d'attrition au fur et à mesure, et puis plus ça devient dur, moins ils ont de force, moins ils peuvent accomplir rapidement leur objectif, et puis comme l'Imperium est préparé, même une usine qui n'a pas encore été attaquée va se mettre en mode défensif, et forcément pour les Eldar ça va être beaucoup plus compliqué. Alors en parallèle de ça, dans l'Imperium, le protagoniste principal, ça va être Artemis. Artemis, c'est un Watch Captain de la Death Watch, donc il était un des premiers à être sur place parce qu'il a analysé plus ou moins que cette zone pouvait être une zone sensible, il était dans le coin, c'était son destin, on va voir pourquoi, et puis il arrive et il peut tout de suite intervenir. C'est un membre de la Death Watch, il est spécialisé dans l'intervention contre les Xénos, donc il est très efficace pour lutter contre les attaques des Eldar. Donc son analyse, elle va aller un petit peu plus loin. En fait, il se dit tiens, c'est assez étonnant que les Eldar attaquent comme ça nos mondes par surprise. Il se répartissent, il essaie de trouver en fait, de lire à travers le schéma guerrier que vont employer en fait les Eldar, quelles sont leurs cibles principales, parce qu'il se méfie extrêmement des Eldar. Il sait que ce sont une race assez fourbe hein, pour un ennemi de l'humanité, et souvent leurs desseins sont cachés et ils vont attaquer un endroit, mais en fait c'est un autre endroit qu'ils cherchent à attaquer. Et au final, il se rend compte qu'on peut trouver une sorte de schéma global où les Eldar vont chercher à attaquer la Schola Psychana, c'est-à-dire l'endroit où va avoir une grande concentration de psycheurs. Et il se dit, certes, les Eldar nous montrent en fait qu'ils sont en train d'attaquer différentes zones de points de défense, les points de construction, les usines, mais a priori, je pense qu'ils vont aller attaquer cette zone-là. Donc, avec sa Death Company, il va aller attaquer, enfin défendre en tout cas dans un premier temps cette zone-là. Et puis, eh bien, il a le nez creux. Pourquoi? Parce que quand il arrive, il y a des Arlequins qui sont là. Alors les Arlequins, ce sont des alliés aussi des Eldar. Ce sont des Eldar qui suivent encore une nouvelle voie. Eux, ce sont des forces combattantes qui sont chargées de défendre justement la toile, de défendre la bibliothèque interdite et de manipuler un petit peu le sort, hein, encore plus vraiment que les Eldar classiques. Et le fait qu'il les trouve là, justement, ça confirme en fait ses soupçons que l'attaque principale sur les différents Manufactorum n'est pas forcément le but des Eldar. Alors sa force, elle est constituée d'un Black Star Corvus, donc engin de transport, plus un Dreadnought Vénéral qui s'appelle Nihilus, qui est équipé d'un lance plasma lourd. Je vous en parle parce que ça va être important dans la suite de cette histoire. Donc ils arrivent justement dans cette zone-là, et puis Artemis sait en fait que les Eldar ne s'intéressent pas aux gains territoriaux, donc leur motivation va sans doute être d'empêcher les psycheurs d'appeler des renforts, ou peut-être empêcher l'humanité d'utiliser cette ressource, à savoir le côté psychique, parce que les Eldar, eux, c'est un de leurs points forts. Donc évidemment, on n'a pas envie que son ennemi se batte sur le même terrain que vous. Donc Artemis arrive, et là, bien sûr, comme il voit des Arlequins, tout de suite il fonce au combat. Il sait que les Arlequins sont très dangereux, donc il dit attention, méfiez-vous de leurs attaques. Alors là, il y a une sorte de tempête qui commence à se matérialiser, ce qui les empêche bien sûr de bien identifier leur cible, mais ils vont se fier à leur expérience. Ce sont des membres de la Death Watch. Alors déjà, des membres de la Death Watch, ce sont des vétérans Space Marine. On imagine déjà qu'un vétéran Space Marine, ou même qu'un Space Marine, c'est extrêmement puissant. Donc là, on est sur l'élite de l'élite, encore une fois. Alors je sais pas à quel degré, encore une fois, mais on est sur un niveau assez élevé, et ils savent qu'ils ne peuvent pas se fier simplement à leur sens, ils ne peuvent encore moins se fier à leur équipement, aux specs. Donc ils vont utiliser ce qu'on va appeler leur sens inné en fait, mais tout simplement c'est une sorte d'expérience qui a été accumulée, et ils vont tirer au jugé. Dès qu'ils voient une sorte de lumière, un mouvement,
ils n'hésitent pas à utiliser leur arme, et à un moment donné, Artémis semble avoir touché quelque chose, en tout cas il y a une giclée de sang, mais il se prépare au combat, au corps à corps, mais il ne se passe rien, donc il arrive derrière cet éboulement, et en fait, là, il voit un arlequin avec un trou béant, son tir a fait mouche, hein, et pas qu'un peu, et en fait, il le regarde, et tout autour de lui, il entend que le combat se fait de plus en plus diffus. Les autres membres de sa compagnie arrivent et disent mon Watch Captain, les Eldar s'enfuient, nous avons mis fin à leur attaque. Le Watch Commandant nous demande de rejoindre le front pour continuer à attaquer en fait ces Xénos. Et commence à se retourner, mais pourtant Artémis ne bouge pas, et comme justement les membres de sa compagnie s'interrogent, du coup il s'arrête, il se retourne vers lui, et en fait Artémis est en train de regarder cet arlequin, et cet arlequin, il a gardé malgré tout le sourire, et en fait ses yeux sont rivés vers la lune qui est au-dessus du monde, et en fait là on a le tournant de la guerre, le tournant de la galaxie je dirais même, et Artémis se dit non. Non, les Eldar ont un but, et ce but n'est pas sur cette planète, mais il est sur cette lune. Alors, je vais vous parler un petit peu d'Eldrad Ultran. Eldrad Ultran, normalement, vous devriez le connaître, ou en tout cas maintenant, c'est un personnage qui est beaucoup moins mis en avant depuis 6 ans, depuis qu'on est passé à la V8. C'est un personnage qui est assez ténu, qui n'a pas un rôle très important à jouer. Pourtant, avant, il a joué un rôle prépondérant parce que c'est lui qui a orchestré un petit peu tout ce qui a pu se passer, non j'exagère, mais en tout cas il était là, alors il a plus de 10 000 ans, donc c'est-à-dire qu'il était là à l'époque de l'Érès d'Horus, il a cherché à avertir les humains du danger qui arrivait sur eux, mais pourtant bien sûr, ils n'ont pas écouté, hein, forcément on va pas écouter un Xéno, hein, tout simplement, donc Eldrad Ultran a malgré tout essayé de les prévenir, parce que son ennemi principal c'est le chaos, c'est bien sûr Slaanesh, sa race a créé Slaanesh, le dieu des tentations, des plaisirs extrêmes, des sensations, et bien sûr c'est son ennemi. Pourquoi? Parce que à chaque Eldar qui va décéder, encore une fois, son âme, si elle n'est pas protégée par le vaisseau monde, si elle n'est pas protégée par le cœur d'une planète, eh bien va aller nourrir l'assoiffé, tel qu'il est appelé par les Eldar. Donc son but ultime, c'est de lutter et peut-être de tuer même ce dieu, tuer Slaanesh. Il y a bien un personnage qui mérite de tuer Slaanesh, je pense que c'est Eldrad Ultran. Donc Eldrad Ultran, ça fait plus de 10 000 ans qu'il manipule en fait les différentes forces. Alors il va manipuler aussi bien les Eldar, les vaisseaux mondes, les humains, les orques. Alors je ne crois pas avoir eu d'interaction connue entre Eldran et les Tau, mais voilà, il a détruit des incursions tyrannides aussi, donc il a eu un rôle vraiment prépondérant. Pourquoi? Parce qu'il sait lire les chevaux du destin. Qu'est-ce que c'est? Alors pas les chevaux, mais les chevaux, vous voyez, la construction, l'architecture du destin. Et en fait, c'est tout simplement l'un des plus aptes à lire l'avenir. L'avenir, c'est tout simplement des probabilités. Si vous aimez Fondation, ça va vous parler au final. Il est possible, eh bien, en projetant sa conscience, pour Eldrad en tout cas, de lire toutes les possibilités et de délier en fait les fils du destin, la causalité, et c'est ce qui lui permet de toujours essayer d'aiguiller les choix de son peuple. C'est le rôle des Farseer, aiguiller leur peuple, pour qu'ils aillent sur ce qui va être le plus favorable pour eux, ce qui déjà dans un premier temps va les empêcher de mourir, ensuite essayer de les faire prospérer, c'est un grand mot, et en tout cas survivre dans cette galaxie qui est toujours de plus en plus dangereuse. Et au fur et à mesure du temps, ce qui se passe quand on est un grand prophète, donc un Farseer, c'est que cette conscience qui est toujours envoyée en dehors du corps, dans le domaine astral pour essayer de lire les chevaux du destin, j'ai du mal, maintenant que je vous l'ai dit, j'ai du mal, les chevaux, enfin l'apostrophe, eh bien ça a un contre-coup, c'est un contre-coup physique, étant donné que son esprit, son âme s'éloigne de plus en plus du corps, eh bien le corps va se transformer en cristal. C'est le destin des grands prophètes, des Farseer. Soit ils décèdent d'une façon un peu violente, soit eh bien, leur corps se change en une sorte de cristal géant qui reprend un petit peu leur forme, telle une statue de cristal. À ce moment-là, eh bien, leur conscience rejoint à nouveau le circuit d'infinité du vaisseau monde et ils peuvent continuer à explorer comme ça le monde, libéré des entraves matérielles.
Le cas n'est pas, enfin, Eldrad Ultra n'échappe pas à cette règle-là, et en fait, il sent au fur et à mesure, et il se rend compte que son squelette se change au fur et à mesure en cristal, mais il a une volonté incommensurable. C'est sans doute l'Eldar qui a le plus la soif de vivre, même si c'est un grand prophète et même s'il est sur le vaisseau monde Ultwé, et bien parce que Ultwé c'est le vaisseau monde qui est plus tourné vers la mort aussi, le côté guerrier, d'une autre façon qu'il en donne, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a cette volonté et il se dit je ne mourrai pas, enfin physiquement, je ne mourrai pas physiquement, donc je ne me transformerai pas en cristal tant que je n'aurai pas accompli mon œuvre, et son œuvre, essayer de détruire Slaanesh. Alors bien sûr, au-delà des pouvoirs de perception, eh bien Eldrad c'est un des plus grands psycheurs que porte la galaxie, donc on peut imaginer qu'il a la capacité d'envoyer des éclairs, de changer l'état des choses, enfin tout ce que vous pouvez imaginer un petit peu de pouvoir psychique, Eldrad le maîtrise. Une des particularités qu'il a aussi, c'est qu'il a le bâton d'Ultanar et pas d'Ultramar, attention, c'est pas le bâton des ultramarines, mais ce bâton, eh bien, lui permet d'être en connexion avec le cœur du vaisseau monde d'Ultwé. C'est un artefact qui est extrêmement précieux pour la race des Eldar, et c'est Eldrad justement qui en est le détenteur. Et c'est aussi une particularité qu'il a, c'est justement, même s'il n'est pas dans, eh bien, au cœur du vaisseau monde, il peut quand même communiquer avec le cœur de son vaisseau monde Ultwé. Alors maintenant, laissez-moi parler de l'antagoniste de cette histoire, c'est justement Artemis. Alors Artemis, il vient d'une planète tribale qui s'est développée avec la conviction qu'on peut devenir plus fort en mangeant ses ennemis pour acquérir leur puissance. Donc cette planète c'est Pozul, et en fait depuis son plus jeune âge, Artemis a toujours été versé dans la guerre, la lutte, et c'est un de ceux qui était le plus puissant, un des guerriers les plus puissants, alors qu'il n'avait que même pas une dizaine d'années. Ce qui s'est passé bien sûr, c'est que sein de cette tribu guerrière, eh bien ça a fait des envieux, et les gens, enfin ses anciens camarades se sont regroupés pour l'attaquer de concert, pour le dévorer, pour acquérir justement cette puissance. C'est la période la plus traumatisante de sa vie, mais c'est aussi celle qui l'a changé très profondément, parce qu'il a réussi à vaincre tous ses adversaires, telle une bête féroce, avec la rage au cœur. Il a réussi à tuer tous ses anciens membres de chasse, etc. Enfin, tous ceux qui étaient ses amis, je ne sais pas quelle notion on peut donner en termes amitié, mais tous ceux avec qui il avait partagé eh bien, ses connaissances, ses entraînements. Il a lutté, il a tué, et il s'est retrouvé sur cette pile de cadavres, mortellement blessé, mais pas suffisamment pour que ça mette fin à son histoire, parce que Pozul, c'est aussi le lieu où le chapitre des Mortifactors opère pour trouver eh bien, de nouveaux Space Marines. Et forcément, on va chercher à nouveau la crème de la crème, et celui qui est sur le tas de cadavres, encore en vie. Donc les apothicaires sont venus le prendre et ils ont réussi eh bien, à le sauver. Bien sûr, ensuite il a eu l'entraînement pour devenir un apprenti Space Marine, un scout, ainsi de suite. Et il a réussi à se hisser au sein du chapitre des Mortifactors comme un guerrier très compétent, parce qu'il avait toujours cette rage, cette soif de tuer. Et c'est quelque chose chez les Mortifactors qui est assez présent, parce que les Mortifactors, eux aussi, à l'image un peu du monde de recrutement sur lequel ils viennent chercher leurs apprentis, eh bien forcément ils sont tournés vers la mort. Ils ont aussi cette notion que c'est important de donner la mort, et voilà, les Mortifactors, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça aussi. Donc Artemis, c'était une sorte un peu de chien fou en fait dans un premier temps. Il avait cette rage bestiale, mais ça a été tempéré justement au sein du chapitre, parce qu'il a appris à modérer cette rage, sans doute avec les enseignements des chapelains, et à force, il a réussi à la canaliser et à la rendre encore plus puissante en maîtrisant la bête qui était en lui. Au fur et à mesure, il s'est spécialisé dans la lutte contre les xénos, et il avait à cœur de détruire tout ce qui était autre qu'humain. Tous les xénos devaient être détruits, et il a sacrifié beaucoup de choses pour justement en détruire le maximum. Ce n'est pas passé inaperçu, et le chapitre de la Death Watch l'a repéré et l'a recruté. Et en fait, c'est assez amusant, c'est un des moments qui est assez touchant, je pense, pour la vie d'un être humain, et même d'un post-humain. C'est que dans un premier temps, vous êtes un humain, et on vous enlève de ce monde d'humains pour vous mettre
au sein du chapitre dans ce monde de post-humain. Donc vous êtes vraiment à un autre level. Tout ce qui était avant vous paraît assez fade. Et au final, on nous dit que c'est à peu près la même chose. Ce qui s'est passé, c'est que Artemis est un de ceux qui a connu cette deuxième ascension. Il est passé d'un ange de l'empereur à un membre de la Death Watch, un membre d'élite des forces de l'Inquisition qui sont spécialisés, qui sont là pour protéger l'humanité des dangers que même l'espèce marine ne sont pas forcément capables de traiter. Et Artemis, justement, s'est fait introduire dans le chapitre de la Death Watch et eh bien, il s'est épanoui, encore une fois, dans cet endroit où il apportait eh bien, sa connaissance de donner la mort de différentes façons sur les Xénos. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, il a réussi à devenir Watch Captain, c'est-à-dire un niveau assez élevé au sein du chapitre. Alors Artemis, même au sein de la Death Watch, il a une petite particularité, c'est qu'on dit qu'il a une sorte de sixième sens, justement un instinct très développé pour analyser les choses, et sans même que ce soit forcément conscient, il a ce sentiment que eh bien, sa tâche est ailleurs, que tel Xéno cherche à infiltrer telle zone plutôt qu'une autre. Vous voyez, c'est ce qu'on a déjà vu. Et c'est quelque chose qui est mis vraiment en exergue au sein de la Death Watch. Donc, on l'a mis Watch Captain. Ceux qui le suivent, ces fidèles en fait suivants, eh bien, ont une confiance aveugle en lui parce que par le passé, il a déjà montré que ses intuitions, son sixième sens, étaient suffisamment développées pour ne pas faillir et accomplir l'œuvre de l'empereur, même si eh bien, tout autour lui disait que ce n'était pas forcément la bonne chose à faire. Il a toujours écouté son instinct et c'est pour ça que ceux qui le suivent ont une confiance aveugle en son jugement. Après, petite particularité, c'est que il est adepte des bombes de stase. Alors qu'est-ce que c'est une bombe de stase, une grenade à stase? C'est tout simplement une grenade qui va créer en fait une anomalie temporelle, une bulle stase, et dans cette bulle-là, tout ce qui est touché eh bien, ne va plus suivre le cours du temps et va être immobilisé pour l'éternité dans cette zone-là. Alors c'est magique, mais moi je me suis toujours dit, si ça existe vraiment, là je me parle une petite aparté, c'est ok, alors à partir du moment où tu crées une bulle dans laquelle le temps ne passe pas, eh bien qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'en fait, elle est sur une planète où la planète, en fait, elle est en train de bouger. Vous voyez, là, on imagine qu'on est immobile, mais alors en fait, on est en train de filer à une vitesse folle dans l'espace. Donc, si on se retrouve isolé de ce monde-là, si on se retrouve isolé de la planète qui nous entoure, et c'est le cas quand on est dans une bulle de stase, moi j'ai toujours imaginé que cette bulle de stase, eh bien, dès qu'elle était créée, tout de suite, elle était fixe dans l'univers. Mais alors quel est le centre de l'univers? Est-ce qu'il y a un point qui ne bouge pas dans l'univers qui serait un point à référence? Aucune idée. Par contre, si vraiment il y avait une bulle de stase, eh bien je ne pense pas qu'elle aurait d'interaction avec ce qui l'entoure, donc que ce soit la gravité, que ce soit le fait qu'elle se touche. Donc j'imagine que cette bulle, elle, je sais pas, elle jaillirait, vous voyez, vous faites un freeze temporel sur une zone, et je pense que cette zone, elle est envoyée en haut, en bas, à gauche, à droite, à travers vous peut-être, et qu'elle va rester dans une zone qui va être vraiment hors du temps et ne pas suivre le cheminement de la planète. Voilà. Et c'est plus ou moins ce qui est arrivé à Artemis, en fait, c'est que quand il a créé cette bulle de stase, eh bien, il y a perdu son bras. Donc il y a une particularité, c'est qu'il a un bras bionique, tout simplement. Mais malgré tout, il continue à utiliser cette bombe parce que pour lui, le plus important, c'est de détruire son adversaire, même au péril de sa vie, et il est prêt au plus grand des sacrifices, l'utilisation de cette bombe de stase, si c'est le dernier recours qu'il a pour tuer un Xéno. Alors maintenant, une petite histoire en parallèle. Les Arlequins, eh bien, ce sont aussi une troupe de théâtre. Et cette groupe de théâtre, elle est là pour eh bien, préserver l'histoire et transmettre en fait l'histoire des Eldar aux générations suivantes. Et ils se baladent comme ça, comme des saltimbanques, hein, d'une planète exodite à Komorrag, en passant bien sûr par les Craftworld. Et Ultwé a reçu la visite justement du Masque Nocturne. Le Masque Nocturne, c'est une troupe d'Arlequins, et d'habitude, eh bien, on raconte toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire la lutte entre le dieu moqueur et Slaanesh, Séggorath et Slaanesh, et souvent c'est une lutte un peu sans fin. Mais cette fois-ci, au 41e millénaire, eh bien, il y a eu une nouvelle interprétation de cette scène, et on a un nouvel individu qui vient s'allier à Séggorath pour réussir à vaincre l'assoiffé, Slaanesh. Et à grand renfort d'effets spéciaux, d'illusions, eh bien, le masque a montré cette nouvelle version aux personnes d'Ultwé. Et pendant ce temps-là, il en a simplement profité pour une des statues en fait de grands prophètes soit subtilisée au cœur du vaisseau monde. Donc vous voyez, les Arlequins, encore une fois, ils agissent pour leur propre compte, et même s'ils sont en train
de vous prêcher entre guillemets l'histoire et la bonne parole. On imagine un petit peu la mamie qui vous raconte une histoire en vous passant la main dans les cheveux et puis pendant ce temps-là, elle est en train de vous piquer votre porte-monnaie. C'est moche comme cliché, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et on verra que ça a une grosse importance. Alors pour parler un peu plus du masque du chagrin nocturne, eh bien cette force d'Arlequin, c'est pareil. Au sein des Arlequins, il y a différentes factions et il y en a qui sont plus extrémistes que d'autres, hein, comme partout. Et le masque du chagrin nocturne, au sein de sa troupe, il y a Iriam Spectres. Donc c'est un nom complètement naze pour un Eldar, mais voilà, peu importe. J'ai vraiment du mal, hein, les noms en consonance anglaise, Iriam Spectres. Des Eldar, enfin du masque du chagrin, à la limite pourquoi pas, mais c'était une époque où ils mélangeaient vraiment et les noms en anglais et les noms en français et où ça sonnait pas du tout comme la beauté et la grâce que peuvent avoir les Eldar. Bon. Donc une particularité de cette troupe d'Arlequins, c'est qu'elle s'est spécialisée dans la représentation du chaos au point d'en être obsédée. D'habitude, eh bien, les Arlequins essayent, hormis le solitaire qui lui vraiment représente l'incarnation en fait de Slaanesh, lui son âme est un petit peu corrompu forcément, donc il est mis à part de la société des Arlequins, pour ça qu'il s'appelle le solitaire. Eh bien, les autres vont essayer de tourner dans cette représentation à chaque fois pour essayer de ménager un petit peu leur âme, mais le masque du chagrin nocturne, eux, ils sont vraiment obsédés par la lutte contre le chaos, et ce sont du coup des extrémistes, hein, vraiment un peu les plus extrêmes parmi déjà un peuple qui est assez extrême, hein, les Eldar. Et au final, eh bien, ils sont obsédés, ils vont sacrifier tout ce qu'ils peuvent en fait, sans aucune limite pour lutter contre le chaos. Ça, c'est assez amusant. Pourquoi? Parce que ça rejoint aussi un peu ce qu'on peut dire sur la Death Watch. La Death Watch, et en particulier Artemis, ce sont des personnes qui sont prêts à sacrifier des milliers d'âmes humaines pour ne tuer ne serait-ce qu'un Xéno. Et on verra que ça aura encore une fois beaucoup d'importance. Voilà, j'avais besoin de placer un petit peu plus d'informations sur chaque personnage. Maintenant, on retourne dans l'action. Donc bien sûr, le Corvus Blackstar d'Artemis décolle pour la Lune. Et bien sûr, ça ne fait pas les affaires du commandeur de la Death Watch qui le rappelle. Alors il sait qu'Artemis, c'est un élément qui est très précieux, mais qui a tendance à justement suivre un petit peu trop son instinct alors qu'on a besoin de lui à un endroit très précis. Donc il lui intime l'ordre de revenir directement parce qu'on a besoin de lui sur le front pour lutter contre les Xénos. Watch Captain Artemis, je ne vous ai pas donné l'ordre de décoller, revenez immédiatement sur le champ. Négatif, commandant. Répond Artemis, alors que ses cœurs se nouent un petit peu parce qu'il sait qu'il est au bord de l'insubordination et qu'il va désobéir ouvertement au commandeur. J'ai l'intime conviction que ce conflit sur Port Desminus cache une guerre secrète bien plus importante. Ce n'est pas la mission que je vous ai confiée, Watch Captain, et vous allez revenir sur le champ pour vous en acquitter, au nom de l'empereur. Je sais parfaitement ce que l'empereur attend de moi, et sauf votre respect, votre autorité ne dépasse pas la sienne. Terminé. Donc le Vox s'éteint, et bien sûr, autour de lui, eh bien, c'est le mutisme, mais tous ceux qui le suivent savent qu'Artemis peut changer le cours des choses, donc ils ne le réprimandent pas, ils acceptent les conséquences de cet affront, de cette insubordination, parce que, en effet, peut-être que l'empereur parle directement à Artemis, plusieurs fois par le passé, ses actions ont changé le cours des guerres, donc ils lui font pleinement confiance et ils se dirigent vers la Lune. Alors la lune de Coeria, c'est un endroit qui est empreint d'un mysticisme assez profond. Donc bien sûr, au premier temps de la colonisation humaine, cette lune a été utilisée pour ses ressources en matières premières et on a construit des chantiers impériaux. On l'utilise en termes de cale sèche parce qu'elle permet justement aux vaisseaux d'être entretenus plus facilement. Malgré tout, au fur et à mesure du temps, les ouvriers qui travaillaient dans ces chantiers ont commencé à entendre des voix, ont commencé à devenir violents et ils ont commencé à s'entretuer. À un moment donné, l'administration impériale a décidé que ça devenait ingérable et tout simplement, ils ont abandonné les colons sur place, les structures industrielles sur place et cette lune maintenant est complètement déserte. Donc quand le Black Star arrive, il met ses auspex en balayage vraiment très large à la recherche de la moindre source d'énergie parce qu'il ne devrait pas y en avoir sur ces planètes, enfin sur cette lune en tout cas, et au bout d'un moment, il détecte une activité. En se rapprochant, il voit qu'il y a un immense portail Eldar. Donc là, Artemis sent, encore une fois, que son sentiment était le bon et qu'il a fait le bon choix. Donc ça le réconforte un peu, ça le rassure, parce qu'il va accomplir son destin ou mourir. Mais en tout cas, il ne reviendra pas un peu la queue entre les jambes, soumis à la désapprobation du commandeur. Donc,
Il demande à tout le monde de se tenir prêt au combat, et dès qu'ils arrivent, ils ouvrent le feu sur cette zone un petit peu étrange, et eh bien leurs tirs sont justement, on donne écho à leurs tirs, donc en effet, il y a une présence Eldar sur cette lune. Le combat commence, et là à nouveau une sorte de vapeur spectrale un petit peu se rapproche d'eux, et ça trouble encore une fois leurs sens, que ce soit la vue, l'ouïe, les sensations qu'ils peuvent avoir, et puis bien sûr tout ce qui est auspex. Et c'est le terrain de jeu privilégié pour les arlequins, parce que les arlequins dans cette zone-là, eux, eh bien, peuvent utiliser leur sens surdéveloppé pour surgir. Donc un coup à gauche, un coup à droite, un coup derrière, et au fur et à mesure, eh bien, la Deathwatch, même si elle répond, même si elle est spécialisée dans la lutte contre les Xénos, parce qu'elle a ces bolts Kraken qui sont spécialisés pour détruire l'engeance Xéno, eh bien, malgré tout, ça ne fait pas le poids. Ça ne fait pas le poids, et certains frères commencent à périr. Artemis lui-même, en fait, sent que les attaques se rapprochent de lui. À un moment donné, une lame arrive, mais il a réussi à la bloquer avec son bionique. Son bionique ne se brise pas, et il réussit à comme ça contrer le coup. Mais le temps de vouloir répondre, l'adversaire est déjà parti, l'Eldar est retourné dans l'ombre, et il sent qu'autour de lui, eh bien, ses forces commencent à être en infériorité et commence à s'amenuiser. On a le Nihilus, le Dreadnought vénérable, qui a son lance-plasma, qui tire des mini-soleils afin d'éclairer un petit peu les choses, mais il a du mal à calibrer bien sûr ses tirs, et ses tirs ne font pas mouche. Malgré tout, Artemis sort sa botte secrète, et cette botte secrète, c'est justement cette grenade stase. Il envoie cette grenade stase au cœur de l'endroit où il y a le plus de tumulte en fait. Mais avant, juste avant de lancer, il entend une voix autour de lui. Il entend cette voix comme d'un milliard d'aiguilles à travers son cerveau en disant « Ne faites pas ça, n'attaquez pas, vous causeriez les plus grands tracas possibles pour l'humanité, vous devez parlementer avec moi, restons-en là pour l'instant, parlementons ». Et Artemis eh bien, lutte contre cette magie de Xéno, bien sûr, il est entraîné, c'est un Space Marine déjà. Depuis son plus jeune âge, il est habitué à n'agir que selon son propre chef, il l'a montré encore là, et ça ne va pas l'arrêter. Il va lancer sa grenade, et cette grenade, en explosant, eh bien, elle dissipe cette énergie magique ésotérique, et elle capture 6 arlequins qui étaient en train de faire leur danse de guerre. Et c'est le tournant aussi de cette bataille, parce que ses frères peuvent commencer à cibler plus efficacement, peuvent rentrer dans leur pleine puissance et vont commencer à annihiler le Xéno pour le bien de l'Imperium. Et il va se rendre compte qu'au milieu d'eux, eh bien, il y a un grand prophète assez grand. Alors bien sûr, le grand prophète, c'est Eldrad Ultran, hein, vous le devinez. Alors avant d'aller sur le combat, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi Eldrad Ultran est ici et quel est le plan qu'il met en place sur cette lune. Alors cette lune de Coelia, il se trouve qu'elle se trouvait à la limite en fait de l'Empire Eldar quand il y a eu la chute. La chute, c'est le moment où les Eldar, de par leur dépravation, ont créé l'éveil de Slaanesh. Slaanesh, dans son premier souffle, a aspiré l'entièreté quasiment de la race des Eldar et a détruit tout le cœur du royaume, en fait, de l'Empire Eldar. Et cette lune se trouvait à la limite, n'a pas été détruite, mais toute l'énergie psychique qui a été accumulée, eh bien, s'est cristallisée, en fait, sur son sol. Et au final, tout le sable qui recouvre cette lune, eh bien, c'est du sable psychoactif. C'est le même composant que la cristallisation des os des grands prophètes. Donc, c'est en lien avec la psyché Eldar, et c'est une sorte de balise colossale. Eldrad Ultran est persuadé que s'il réussit à canaliser l'énergie du peuple dans sa globalité Eldar à travers cette lune, eh bien, sa luminosité psychique éclipsera des petits artefacts technologiques comme l'Astronomicon. Et c'est son but ici. Alors pour ce faire, il a besoin de plusieurs choses. Déjà, premièrement, il a besoin des âmes des Eldar. Les âmes des Eldar sont dans les cœurs des planètes exotiques, je vous l'ai dit, et surtout dans les cœurs des vaisseaux mondes. Elles sont maintenues en sécurité, mais elles sont prisonnières, entre guillemets, de cette zone. Et les grands prophètes, quand ils se cristallisent, eh bien, ils sont une sorte aussi de passerelle où on peut communiquer avec les âmes des déchus. Eldrad Ultran
son plan, c'est tout simplement d'utiliser les statues qui ont été volées à l'insu des peuples des vaisseaux mondes, de les regrouper dans cette zone-là, dans une configuration runique, afin de pouvoir aspirer les âmes des Eldar contenues dans chaque Craft World. Alors il sait que c'est quelque chose où aucun Eldar ne le laisserait faire, hormis les plus extrémistes, justement comme Himrik, mais hormis eux, qui sont des sortes d'illuminés au sein des Eldar, eh bien aucun Eldar ne laisserait siphonner les âmes de ses ancêtres, les âmes de ses frères, de ses parents, pour peut-être un événement. Alors, je n'ai pas encore dit quel est le plan derrière tout ça, mais en tout cas, la création de ce canal psychique pour Eldrad, c'est l'accomplissement de sa volonté, à savoir tuer Slaanesh. Je vais vous dire pourquoi. Alors pour Eldrad Ultran, c'est un sacrifice malgré tout immense auquel il est prêt à consentir parce que sa volonté, on l'a vu, c'est de tuer Slaanesh. Et même si ça doit causer la mort des Eldar, eh bien pourquoi pas. En tout cas, il espère parce qu'il y a une comptine, une fable, une légende qui dit que au moment du Ranadandra, c'est-à-dire au moment de la fin des temps pour les Eldar, quand les Eldar mourront tous, eh bien le dernier Eldar encore en vie, quand il mourra, son âme donnera l'étincelle finale qui permettra de créer Inid. Inid, le dieu de la mort des Eldar, et quand ce dieu prendra l'éveil, eh bien toute la force combinée des âmes de ses enfants, des Eldar, dans la mort, lui permettra d'avoir suffisamment de puissance pour détruire l'assoiffé. Et c'est le plan d'Eldrad Ultran, c'est le plan réveiller Inid, l'entité de la mort des Eldar, le dieu de la mort Eldar, pour que lui-même apporte la mort à Slaanesh. Alors, la petite différence, c'est qu'il se dit qu'en utilisant justement le catalyseur psychique qui est cette lune cristalline, eh bien, il n'y aura pas forcément besoin que l'ensemble du peuple Eldar décède, mais simplement une fraction, à savoir ceux qui sont à l'intérieur des réseaux d'infinité. C'est un grand sacrifice, mais Eldrad est prêt à le faire. Alors malgré tout, il y a toujours un élément qui est assez important quand on parle des Eldar, et surtout d'Eldrad Ultran, c'est qu'il est censé être celui qui a la meilleure vision du futur. Donc il agit toujours de la meilleure façon possible pour que les choses se passent bien, que son plan se déroule sans accroc. Et il a travaillé énormément, c'est un peu l'œuvre de sa vie ce plan, et il a travaillé énormément pour essayer de déterminer quelles pourraient être les choses qui mettraient à mal son plan. Donc quand il a scruté les choses, il a vu à un moment donné qu'il y avait une sorte de repli, une sorte d'ombre dans les fils du destin, et que le fil qui se cachait dans cette ombre-là était simplement une causalité humaine en fait. Mais après, il a malgré tout une fierté fort mal placée, et cette fierté lui intime que l'humanité n'a pas la puissance pour influer sur le déroulement des choses et de la galaxie, et donc il a négligé cette probabilité comme étant sans doute des éléments parasites qui n'interféreraient pas avec son plan. Et ça, c'est toujours un peu la même chose à chaque fois qu'on va parler de voyage temporel ou de vision dans le futur, parce que là, il ne s'agit pas de voyage temporel, mais il s'agit bien de voir ce qui va se passer dans le futur et d'agir en conséquence. C'est le principe même d'Eldrad Ultran, c'est son rôle principal dans l'histoire. Il est là pour savoir ce qu'il faut faire pour que les conséquences donnent son plan et aillent dans son sens pour lui donner victoire à la fin. Et malgré tout, eh bien, il a négligé ce petit fil, et là il prend conscience, alors que Artémis justement est en train de l'attaquer, il prend conscience que ce petit fil, c'est justement ce qu'il est en train de se passer là. Et bien sûr, pour cette invocation d'Inid, donc il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. Il y a bien sûr réussir à joindre en fait tous les vaisseaux mondes grâce aux grands prophètes qui sont cristallisés, qui sont mis dans cette zone-là, utiliser la puissance cristalline de la Lune. Il faut imaginer que la Lune, c'est une sorte de pierre-esprit géante, un catalyseur psychique, et puis il faut quelqu'un pour guider. Et ce guide, c'est Eldrad Ultran, c'est celui qui a cette vision et qui va permettre en fait de tendre le bras vers Inid et de donner l'étincelle nécessaire. Et cette étincelle nécessaire, elle va aussi se produire de par le combat qui se passe sur la planète, parce qu'en fait, ce qu'il faut noter, qui est très important, c'est que aucun des Eldar qui se battent sur la planète de Demesnus
sont au courant de ce plan. C'est une diversion pour Eldrad Ultran, mais eux-mêmes ne sont pas conscients qu'ils sont une diversion et ils sont prêts à donner leur vie pour protéger justement ces mondes exodites. C'est ce qui a été avancé par Eldrad Ultran, mais eux-mêmes se font manipuler par Eldrad Ultran. Et justement, ces milliers de morts Eldar, ça va être à nouveau le catalyseur qui va rajouter la petite touche d'étincelle pour permettre d'avoir suffisamment d'âmes qui meurent à un instant donné pour réveiller Inid. Alors, son plan, eh bien, il est efficace. Pourquoi? Parce que, alors qu'il est en train de sonder le warp, on peut dire, ou la zone où les dieux sont créés, eh bien, Inid s'éveille. Inid s'étend, s'étire, ouvre les yeux. Et c'est justement à ce moment-là, alors qu'il est pleinement conscient des choses, que Artemis attaque. Maintenant, vous le savez, aucun plan ne survit au contact de l'adversaire. C'est aussi le cas pour Artemis, parce que, eh bien, il y a un Death Jeter qui apparaît devant lui, c'est Inriam, et il lutte contre lui. Alors, je vous passe le combat qui est très rapide, mais simplement, ils se trouvent tous les deux dans une situation où Artemis pointe son bolter sur le visage de Inriam, et Inriam a son canon aussi, son canon éclateur qui est sur le visage d'Artemis. Et là, il sourit en fait. Il sourit parce que, eh bien, c'est des adversaires qui se comprennent de par, eh bien, leur façon de se combattre. L'Eldar, l'Arlequin, sait qu'il a en face de lui un apôtre de la mort, aussi bien que lui c'est son rôle aussi, apporter la mort, jouer pour la mort, et en fait, il commence à parler en haut gothique impeccable, et il s'adresse à Artemis et il lui dit nous sommes tous les deux des apôtres de la mort, et vous ne devez pas me tuer, parce que si vous me tuez ici, eh bien, ce sera une victoire pour notre ennemi commun. Alors Artemis refuse de l'écouter, il lui dit votre peuple d'Eldar n'est bon qu'au mensonge. Et malgré tout, quand il dit ça, il a un doute qui s'installe en lui parce qu'il ne sent aucune duplicité dans les paroles de son adversaire. Et c'est assez étonnant parce que c'est la première fois que son instinct lui dit que l'Eldar ne ment pas. Il n'est pas en train de dire autre chose, que la vérité est telle qu'elle a été énoncée. Ensuite, il regarde un petit peu le costume de scène et aussi l'armure de combat et il voit qu'il y a tout plein de petits colifichets, des marques mortifères qui lui rappellent eh bien, le chapitre des mortifacteurs et qui lui rappellent justement sa jeunesse. Et encore une fois, l'Arlequin continue, il dit vous ne pouvez pas permettre que notre ennemi triomphe, donc nous devons absolument allier nos forces. Retirez-vous, s'il vous plaît. Laissez-nous combattre votre ennemi à votre place. Tous ensemble, nous avons les moyens de triompher. Il le regarde dans les yeux et lui dit « Va-t'en, et nous détruirons l'archi-ennemi. » Alors, en entendant ces paroles, Artemis a un frisson, mais il sent malgré tout le doute qui commence à s'installer dans les yeux, et l'Arlequin lui dit « Mais tu ne serais quand même pas prêt, de par la rage et la haine qui t'aveugle, à sacrifier des milliards d'êtres humains. » Et ce que lit Artemis dans ses yeux, c'est un désespoir qui grandit. Et Artemis tout simplement dit « Si, j'en suis capable. » Donc Eldrad, qui assiste à tout ça, se rend compte eh bien, que sa propre vie est mise dans la balance et nous avons le vénérable Dreadnought qui arrive et qui envoie une boule de plasma incandescente en direction d'Eldrad Ultran. Et Eldrad ne peut pas sacrifier en fait sa propre vie pour l'instant, son but n'est pas accompli et il concentre sa volonté pour parer en fait cette attaque avec ses pouvoirs psychiques. Et ce moment de déconcentration eh bien, fait éclater Inid. Inid qui se focalisait justement à travers Eldrad Ultran pour prendre une forme, pour naître, eh bien tout simplement il se volatise en un milliard d'éclats et disparaît. Eldrad reprend conscience de la réalité, il part, la boule de plasma qui se projette sur lui, malgré tout les projeter en arrière et il voit qu'autour de lui les statues des grands prophètes explosent et il tombe et le monde commence à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il est passé à travers un portail warp qui était derrière lui, qui reliait ce monde à la dimension de la toile et il est en train de tomber. Et alors qu'il tombe, il voit justement cette lune avec un fanal lumineux immense qui fait disparaître sans doute la lumière de l'Astronomicon à ce court instant, mais malgré tout, il sent la conscience d'Inid qui s'évapore et qui disparaît, qui se matérialise dans une toute petite lumière qui s'évapore, elle aussi dans l'univers. Fin. Et voilà, c'est la fin
de ce bouquin. Alors ce bouquin, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ceci, c'est Death Mask, peut-être certains l'ont deviné si vous l'avez deviné. Eh bien en fait, c'était une boîte qui était sortie dans laquelle on avait la resculpture d'Artemis, la resculpture d'Eldrad Ultran et puis deux forces comme ça qui s'occupaient. Ces bouquins, moi je les aime beaucoup, pourquoi? Parce que eh bien, ça donnait vraiment des grosses avancées fluffiques. Et là, mine de rien, qu'est-ce qu'on a? On a ni plus ni moins qu'Artemis qui vient interrompre la naissance d'Enid, alors qu'Enid aurait pu justement naître. Il était sur le point d'y arriver. Et sa naissance aurait peut-être provoqué, en effet, comme c'était annoncé, la disparition de Slaanesh, donc la fin de Slaanesh. On se serait retrouvé avec uniquement 3 dieux du chaos et un nouveau dieu pour les Eldar, avec un équilibre plus positif et certainement en défaveur des forces du chaos. Mais non, Artemis est venu, il a eu cette intuition, tout ça parce qu'il a regardé l'Arlequin qui était étendu sur le sol et avec son regard vers cette lune, et il a compris l'essence même du plan des Eldar, la machination d'Eldrad Ultran. Et vous voyez, c'est un moment qui a extrêmement changé la suite de Warhammer 40 000. Pourquoi? Parce que la suite de ça, c'est ni plus ni moins que Gathering Storm. Et Gathering Storm, c'est ce vers quoi je vais vous emmener dans les prochaines vidéos. Pourquoi? Parce que, eh bien, moi, c'est vraiment dans l'univers de Warhammer 40 000 ce qui m'a marqué le plus, même avant les Arches Fatidiques, le retour du Lion. Il y a eu vraiment cette pierre angulaire qui est Gathering Storm, et bien étonné que c'était dans les premiers temps, quand j'ai commencé la chaîne il y a 6 ans, j'ai refait en fait l'émission du premier bouquin, j'ai refait la moitié d'émission du deuxième bouquin, mais je vous ai pas parlé en fait du lore, je vous ai pas développé tel que je le fais maintenant, tout le lore de Gathering Storm. Donc c'est ce vers quoi je vais vous emmener. Donc je pense que je vais traiter comme un petit peu à l'image de ce que j'ai fait sur Ark of Omen. Donc vous allez avoir, il y a 3 tomes dans Gathering Storm. Ces 3 tomes, je pense que je vais les décomposer à chaque fois en 3 vidéos sur le même modèle. Donc ce sera, je vais essayer, en tout cas, hein, ça va dépendre de mes capacités, mais je vais essayer de faire comme avec Ark of Omen, encore une fois. Donc vous allez avoir 3 vidéos qui vont être découpées. Le gros avantage, si vous me suivez sur Tipeee, c'est pour ça que j'essaie de vous aguicher là, comme ça, là, un petit peu, là, c'est vous aurez toutes les vidéos en un bloc, et sinon bah, ce sera comme ça étalé sur plusieurs semaines. Alors je pense que comme ça va être un travail quand même assez long, de temps en temps s'il y a un petit livre de campagne qui sort ou un petit truc sur le fleuve que j'ai envie de venir mettre, on va peut-être intercouper les choses pour éviter un peu comme la série de l'été avec 15-20 vidéos comme j'ai fait sur le Lion. Mais bon, l'été s'y prêtait bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties. Donc voilà, maintenant j'ai pas envie de me priver d'une super sortie avec une révélation. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'un jour on va nous reparler d'Armoise, hein, vous savez, la planète de Caliban qui a été ressuscitée et qui voyage justement à travers la toile. Que font les Eldar? Que font les Eldar? Mais où sont-ils? Ça c'est incroyable en fait, le passage en déclin de l'interaction qu'on peut avoir avec les Eldar dans le lore de Warhammer 40 000. Alors les Eldar n'existent plus, les Eldari, ça y est, maintenant on passe en V10, mais enfin, quand on voit le rôle majeur qu'ils avaient, et quand on voit le rôle mineur qu'ils ont maintenant, moi j'espère à un moment donné qu'il y aura un retour sur la scène d'Eldrad Ultran en l'occurrence, parce que bah voilà, ces actions elles ne sont pas sans conséquences, mais il y a la création d'Enid, etc. Donc on va y revenir, mais en tout cas voilà, je voulais vous partager ce moment de lore qui je pense est assez méconnu, hein, le rôle d'Artemis, parce que mine de rien, c'est ce qui va conduire au retour de Roboute Guilliman. Donc sans Artemis, pas de Roboute Guilliman, sans Roboute Guilliman, pas de Croisade Indomitus, etc., etc. Donc pas de Primaris non plus d'ailleurs. Donc Artemis, le papa caché des Primaris, et de tas de choses. Tout le nouveau lore que nous avons maintenant, il est issu de ce passage. Cet élément qui est un embranchement majeur de l'univers de Warhammer 40 000. Voilà. Bon, si vous avez plu, on va rester là parce que la vidéo, je vais faire une vidéo courte, hein, j'ai du mal à faire des vidéos courtes. Hein. Donc, merci en tout cas à ceux qui me suivent encore une fois sur Tipeee, qui s'abonnent, qui like, qui mettent des commentaires. Je vous rappelle aussi à toute fin utile que pour dynamiser un petit peu la chaîne et vous permettre de retrouver l'essentiel du lore, eh bien, grosse surprise, j'ai créé une chaîne spécifique sur le lore. Alors, ça s'appelle Wargame Lore IGTV, je vous mets le lien dans les commentaires, je vous invite à vous abonner à cette chaîne là. Par contre attention, comme cette chaîne est très naissante, pour l'instant il doit y avoir 17 abonnés, j'en ai pas trop communiqué dessus, c'est très fragile au niveau de l'algorithme. Mon but c'est quoi? C'est de créer une chaîne uniquement lore
pour que vous qui aimez le lore et qui n'aimez pas mes déballages de mallettes, eh bien vous ne soyez pas parasité par une vidéo sur du X-Wing, sur du Descent ou sur tous les autres jeux qui sont merveilleux à découvrir, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est le lore. Et comme ça permettra à l'algorithme de YouTube de, quand il vous propose une vidéo sur le lore, vous savez que ça va vous intéresser. Et donc, ça va faire upper la chaîne. Et je pense qu'à terme, donc à terme, je ne sais pas, c'est quand ce sera viable, eh bien, il y aura vraiment 2 chaînes distinctes. Tout ce qui va être Warhammer 40 000, enfin n'importe quoi, tout ce qui va être unboxing, jeux, figurines, peintures, décors, etc. ce sera sur IGTV, et tout ce qui sera lore, ce sera sur Lore Wargame IGTV. Voilà. Donc malgré tout, faites attention, si vous avez déjà vu cette vidéo, n'allez pas vous abonner, parce que si vous regardez la vidéo l'autre, parce que je vais les mettre en parallèle maintenant, je vais vous donner mon petit secret, elles seront en parallèle sur les 2 chaînes. Alors, ça restera en avance pour les tipeurs, ça par contre j'y tiens. Eh bien si vous allez cliquer sur la vidéo mais que vous l'avez déjà vue, que vous la regardez pas, et bien du coup ça fait une vue qui dure qu'une seconde par rapport à la vidéo qui fait 1 heure et quelques, je pense, peut-être un peu moins. Et bien forcément l'algorithme va dire hey, c'est une vidéo pourrie, donc on va pas suggérer cette chaîne là, et en fait d'autres gens ne vont pas avoir cette vidéo de suggérer. Voilà, je suis rentré un peu dans les détails, mais c'est pour vous compreniez un petit peu eh bien, à quel point on est aussi. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on est aussi un changement en fait sur la chaîne. C'est à un moment où il y a 2 voix. Voilà, est-ce que c'est une bonne idée de séparer les choses? Alors rassurez-vous, ça ne changera rien dans un premier temps sur IGTV, parce que je continuerai à faire les vidéos lore sur IGTV tous les jeudis à 18 h. Après, ça restera le jeudi à 18 h. C'est juste que vous aurez un autre lien. Il n'y aura qu'un seul compte Tipeee, donc comme ça, si vous voulez me suivre, bah, ça alimentera l'ensemble de mon travail. Mais c'est vraiment juste qu'on est malheureusement soumis à l'esprit de la machine de YouTube, et que malheureusement, eh bien, l'algorithme ne sait pas différencier si c'est une vidéo lore qu'on va proposer aux gens qui aiment le lore, et si c'est une vidéo sur une mallette pour les gens qui se demandent si c'est une bonne mallette ou pas. Voilà. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que cette démarche est assez claire, et puis on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc pensez, hein, si vous y allez, pensez à la regarder sur l'autre chaîne, comme ça aidera l'algorithme à faire son taf. Bordel. Merci à vous. Allez, bye. Salut.